c'est quand tu veux. Parfait. Donc, je vais vous faire une petite présentation sur le spaceship. Alors, le spaceship, c'est un opérateur qui a été introduit en C++20 et que je trouve garni de plein de bonnes idées. Donc, mon but, c'était un petit peu de montrer comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour se simplifier le code. Alors, premier nom, l'opérateur spaceship, c'est celui qui s'écrit inférieur égal supérieur. Et d'où vient ce nom? Bah, si vous voyez un TIE Interceptor vu de face, vous voyez qu'il y a une certaine ressemblance. Et puis, vous êtes certainement en mauvaise position parce que être face à un TIE Interceptor, c'est pas bon signe en général. Euh, et donc, donc, cette énorme ressemblance graphique fait que en C++, mais aussi dans d'autres langages, cet opérateur s'appelle l'opérateur spaceship. Alors, à quoi il sert? Déjà, la question c'est comment on faisait avant d'avoir un spaceship? Alors, avant d'avoir un spaceship, quand on voulait avoir des objets d'une classe que l'on peut comparer les uns avec les autres, ce qu'on faisait, c'est qu'on devait définir un certain nombre d'opérateurs. Parmi les opérateurs classiques, donc l'égalité entre deux objets, la différence entre deux objets, mais aussi inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Et le problème, c'est que mathématiquement, tous ces opérateurs-là sont liés. Et donc, si on définit ces opérateurs séparément les uns des autres, ben, on se retrouve à avoir potentiellement des implémentations qui ne sont pas cohérentes entre elles, donc c'est pas bon, ou à avoir du code dupliqué, ce qui est pas bon, ou à écrire sans arrêt le même code, c'est-à-dire qu'on écrit un opérateur pour de vrai et on écrit tous les autres opérateurs à partir du premier. Mais ça reste aussi de la duplication de code parce que cette chose-là existe est la même dans toutes les classes, donc c'est pas bon non plus. En plus de ça, ces opérateurs-là ne sont pas forcément définis en une seule version, mais potentiellement en plusieurs versions. Si on veut que notre classe puisse être comparée avec d'autres classes, on est obligé de définir des opérations mixtes. Et ça augmente encore le nombre d'opérateurs qu'on doit déclarer. Alors, souvent, ce que les gens faisaient, c'était une version assez minimaliste. C'est-à-dire que si on veut juste comparer que deux classes sont égales, on définissait juste égal égal. Et puis si l'utilisateur essaie d'écrire différent, bah tant pis pour lui, à lui d'écrire que c'est pas égal égal. Et si on voulait juste avoir une relation d'ordre entre objets, par exemple pour mettre un objet en clé d'une map, on pourrait ne définir que l'opérateur inférieur parce que la manière dont la STL est écrite, elle ne va chercher à utiliser que l'opérateur inférieur et aucun des autres opérateurs. Et tant qu'on fonctionne avec des types de STL, ça marche sans problème. Mais dès qu'on fonctionne avec des utilisateurs humains qui une fois écrivent un supérieur, ça ne va pas marcher. Donc, on a une version minimaliste qui évite de trop dupliquer le code, mais elle est quand même pas très agréable à manipuler et pas très propre. Et surtout, on perd un peu l'intérêt des opérateurs qui est d'avoir des notations proches des notations mathématiques. Sauf que là, ben, on se restreint énormément. C'est plus c'est une version très zen des mathématiques. On a le droit qu'à deux opérateurs et à aucun autre. Alors, pour essayer de pallier à ça, il y avait des choses dans stdr-relops. Alors, je dis il y avait parce qu'en même temps que l'opérateur spaceship a été introduit en C++20, std-relops a été déprécié en C++20 aussi. Et donc l'idée c'était, on définissait juste les deux premières opérations, on faisait un using namespace stdr-relops et les autres opérations fonctionnaient à partir de la première. Alors c'est pas terrible pour tout un tas de petites raisons. Déjà faut faire de using namespace, ça crée plein d'overload dans l'espace global. Ouais, c'est pas terrible et on va voir que Spaceships répond à ce besoin-là mais fait des choses en plus. Alors, avant de passer à la suite, j'ai un petit quiz pour vous, qui est, imaginons, j'ai écrit une classe, maString, chaîne de caractères, et je veux qu'elle soit interopérable avec des chars étoiles. Parce que, des fois, il y a du code qui crée avec des chars étoiles, je, je vous apprends rien. Et donc, la question, c'est combien d'opérateurs de comparaison doit-on écrire pour avoir ces choses-là qui marchent correctement en C++17. Donc, pas la version minimaliste, la version qui permet à un utilisateur normal d'écrire les opérations normales de comparaison qu'il pourrait vouloir écrire pour savoir si une chaîne est placée avant une autre dans l'ordre alphabétique. Donc, je vous demande d'écrire un petit peu vos estimations dans le chat et puis je vais regarder ce que ça fait. Alors, soyez pas dans le channel discussion grande salle. Je vois du 16, je vois du 18.
Je vois du 42, mais je pense que c'est la réponse à une autre question. Je vois un autre 16. Alors, je vais vous donner ma réponse et j'espère ne pas m'être planté dans la manière dont je l'ai calculé. Donc, ma réponse, c'est il faut 3 opérateurs à chaque fois, puisque il faut pouvoir comparer un mastring avec un mastring, mais aussi un mastring avec un char étoile ou un char étoile avec un mastring. Et donc, comme il y a 6 opérations de base, égal, différent, plus petit ou égal, plus grand ou égal, 6 fois 3, 18. Donc, je suis d'accord avec 18. Bravo pour ceux qui ont dit ça. Euh, et effectivement, là-dedans, j'ai pas parlé des comparaisons char étoile versus char étoile, puisque là, je suis en train de savoir qu'est-ce que je dois faire pour introduire ma classe dans le code existant. Et Joël, tu auras un bonbon quand j'aurai reçu les miens. Donc, 18, c'est beaucoup. Donc, on va voir un petit peu en quoi l'opérateur spaceship permet d'améliorer la situation. Oula, je sais pas ce qu'il me fait comme animation, c'est pas grave, on peut passer à la suite. Voilà. Donc, l'idée initiale de du spaceship, c'était un spaceship pour les gouverner tous. Donc, à partir d'une seule opération, pouvoir tout déduire. Et en fait, on a déjà des choses qui existent même en C qui permettent d'avoir un petit peu ça. C'est si vous regardez la fonction strcmp, c'est une fonction qui va permettre de comparer 2 chaînes de caractères et qui va avoir un retour qui va être négatif, nul ou positif pour indiquer si les 2 chaînes sont égales ou si l'une est placée avant l'autre. Donc en fait, on a une seule fonction qui permet de faire l'équivalent d'un inférieur, d'un égal ou d'un supérieur. Et l'idée initiale du spaceship, c'est un petit peu la même chose. C'était le fait de dire que si on écrit, alors là dans ce que j'ai écrit, le arrobas, ça veut dire n'importe quel opérateur. Donc si on a par exemple A est inférieur à B, on va le réécrire comme étant A spaceship B inférieur à 0. Si on veut tester A supérieur à B, on va tester A spaceship B supérieur à 0. Donc l'idée, là pour l'instant c'est une approximation, hein. La solution finale est un petit peu plus sophistiquée, mais l'idée c'est que l'opérateur spaceship va retourner un truc qui va être positif si A est supérieur à B, négatif si A est inférieur à B, et nul si A est égal à B. Et donc, avec cette règle de réécriture, on va pouvoir avoir le code client qui utilise inférieur, égal, etc., de manière logique, et derrière, tout qui va être routé vers l'opérateur spaceship. Donc ça, c'était l'idée initiale, c'était les premiers papiers qui étaient écrits comme ça, sauf que au bout d'un moment, avant que ça passe au C++20, il y a des gens qui ont dit, en fait, non, non, c'est pas comme ça que, enfin, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que ça marchait. En termes de justesse des résultats, ça donnait des résultats justes, mais ça les donnait de manière non performante. Et tout ça parce que égal égal sont de nature assez différente. L'exemple classique qui était utilisé pour arrêter cette chose-là, c'est une comparaison de vecteurs. Si on veut savoir si si un vecteur A est inférieur à un vecteur B, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer tous les éléments des vecteurs 2 à 2 jusqu'à ce qu'on en voit un qui est inférieur à l'autre. Et puis quand on arrive à la fin du plus petit des 2 vecteurs, on sait que celui-là est plus petit que l'autre. C'est-à-dire que si j'ai un vecteur de 10 éléments et un vecteur de 20 éléments, et que les 10 premiers éléments sont identiques, en ce cas-là, le vecteur de 10 éléments est considéré comme inférieur à l'autre. Donc pour comparer, pour savoir si l'un est inférieur à l'autre, on va directement comparer les éléments 1 à 1. Maintenant, si on veut comparer si 2 vecteurs sont égaux, on a extrêmement intérêt à tester simplement s'ils ont la même taille, plutôt que de commencer à comparer s'ils ont les éléments identiques. Et donc, il y a cette notion de court-circuit qui a du sens pour l'opérateur égal, mais qui n'a pas de sens pour l'opérateur inférieur. Tester si les deux vecteurs ont la même taille ou pas pour un opérateur inférieur, ça n'apporte aucune information. Et donc, on se dit, il y a quand même quelque part, finalement, dans ces 6 opérateurs, il y a plus ou moins 2 familles. Il y a la famille égale différent et la famille inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Donc, au final, ce n'est plus
un spaceship pour les gouverner tous et un spaceship pour en gouverner quelques-uns d'entre eux. Et donc, on a séparé ces deux familles. Donc, l'opérateur spaceship va gérer les 4 opérations de comparaison. Et évidemment, j'ai un spaceship qui a été transformé par les slides, mais là, à la fin de la première ligne, c'est un spaceship que vous devriez lire. Donc, on peut aussi directement, en tant qu'utilisateur, on peut écrire A spaceship B. C'est pas uniquement réservé à l'implémentation de la comparaison. Si on a envie, on peut écrire A spaceship B. Et l'opérateur égal, lui, on va le changer un petit peu parce que autant c'est sympa de dire que l'opérateur spaceship va générer ces 4 opérations, autant il reste toujours le problème du différent qui devrait être très proche du égal. Et bien maintenant, même si vous n'avez rien changé à votre code, vous n'avez pas utilisé ce spaceship, si vous avez défini un opérateur égal dans une de vos classes, vous avez le droit de comparer les objets avec différents, ça va marcher. Il va considérer que si vous écrivez A différent de B, bah c'est not A égale B. C'est des mathématiques ultra avancées qui sont désormais dans tout compilateur C++20 qui se respectent. Et ça va un tout petit peu plus loin, parce qu'il y a quand même un certain nombre de cas dans lesquels on se dit, les histoires d'optimisation dont j'ai parlé pour les vecteurs, c'est vrai dans certains cas, mais il y a des cas assez simples et assez courants où on n'en a pas besoin. Typiquement, si j'ai une simple struct qui contient 5 données membres, ben, l'opérateur égal, j'ai bien envie de le définir comme opérateur égal des 5 données membres les unes après les autres. Il n'y a pas de court-circuit intelligent qui va permettre de gagner du temps. Et l'opérateur inférieur, bah, j'ai envie de les définir à base des opérateurs inférieurs, enfin l'opérateur spaceship, pardon, j'ai envie de les définir à base des opérateurs spaceship des données membres. Donc il y a une règle spéciale qui est que dans le cas où spaceship est défini comme égal default, c'est-à-dire qu'en fait c'est un spaceship classique qui compare juste les données membres les unes après les autres, et que l'opérateur égal n'est pas mentionné dans la classe, en ce cas-là, il y a un opérateur égal qui est automatiquement créé comme s'il était égal default, c'est-à-dire qu'il va faire égal sur les données membres les unes après les autres. Donc là, on a quand même un gain qui n'est pas négligeable, un seul opérateur spaceship au lieu de 4 autres opérateurs, un opérateur égal à la place de 2, et en plus de ça, dans les cas classiques d'une struct qui contient juste des données sans avoir des choses complexes comme un vecteur ou ce genre de choses, on n'a même pas besoin de définir l'opérateur égal, le spaceship définit les 6 opérateurs. Donc ça, c'est un premier, c'est vraiment le cœur de la proposition, mais ça allait un petit peu plus loin. Aujourd'hui, pour la plupart des opérateurs, on se pose des questions. Ah, est-ce qu'il faut que l'opérateur soit défini en fonction membre ou en fonction libre? Pour Spaceship, on s'en moque. C'est équivalent. Et en plus de ça, je vous ai dit que quand on écrivait que A opération à B, c'est équivalent à dire que A Spaceship B opération avec 0. C'est vrai, mais c'est pas tout. Ça peut aussi être équivalent à 0 opération B, pardon, à 0 opération B spaceship A. Ça permet quoi? Ça permet de ne pas devoir définir 2 fois les choses. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple précédent avec ma string et un char étoile, on définit une version hétérogène, par exemple avec ma string en premier argument et char étoile en deuxième argument. Et si quelque part on essaie de comparer un mastring, si A est de type mastring et que B est de type char étoile, c'est la première écriture qui va être utilisée. Mais si c'est pas le cas, si c'est A qui est un char étoile et B qui est de type mastring, c'est la deuxième écriture qui va être utilisée pour trouver l'opérateur spaceship. Donc on gagne aussi du temps et on évite des fonctions inutiles à ce niveau-là aussi. Donc la suite, oups, j'avais fait une animation, elle s'est pas mise. Donc la suite du quiz, combien d'opérations de comparaison pour mastring en C++20? Eh bien la réponse cette fois-ci, c'est plus que 4 opérations nécessaires. Quelles sont ces opérations? Il y a l'opérateur égal, pardon, on va commencer par l'opérateur spaceship entre 2 mastring, on a besoin de le définir. L'opérateur égal entre 2 mastring, parce que on va pas le... Alors, déjà, l'opérateur spaceship ne sera pas égal default. Pour comparer 2 chaînes de caractères, on a besoin d'aller plus loin que simplement comparer le pointeur sur les caractères et la taille. On a besoin de comparer les caractères pointés. Donc si on écrivait un opérateur spaceship égal default pour une classe comme mastring, ça ne marcherait pas. Donc comme il n'est pas equal default,
on est aussi obligé de définir l'opérateur égal-égal. Il ne va pas être défini automatiquement. Et donc, deux opérations pour les opérations homogènes où il y a des mastrings des deux côtés, et ensuite deux opérateurs pour mastring d'un côté, char étoile de l'autre, qui peut être dans un sens ou dans l'autre, les deux sont possibles. Donc on passe de 18 à 4, c'est quand même assez intéressant. Alors, question, quel est le type de retour de l'opérateur spaceship? Eh bien, en fait, il y a trois types de retours possibles, suivant ce qu'on est capable de faire. Je regarde juste s'il y a eu pour l'instant des questions dans le chat en attendant. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Pas trop de questions, juste des commentaires pertinence extrême pour tous. Donc, il y a plusieurs types de retours possibles sur l'opérateur Supership. Pourquoi? Simplement parce que la vie et les maths sont compliquées et qu'il peut y avoir différents types de relations entre objets. Le premier type et donc on va définir quelles sont les relations possibles entre objets en utilisant des types de retours différents qui ont chacun des capacités différentes. Premier type de retour possible, strong undering. Strong undering, c'est un type de retour qui supporte 4 valeurs. Une valeur qui s'appelle less. Donc si vous retournez un strong undering de point less, ça veut dire que le premier argument est inférieur au deuxième. Deux autres valeurs qui sont équivalentes et equal, qui ont la même valeur. Je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Et une autre valeur qui est greater. L'idée d'un strong undering, c'est quand je prends deux valeurs de mon type, je vais tout le temps pouvoir répondre, est-ce que l'une est inférieure à l'autre? Oui. Et si... donc typiquement, un exemple classique de ça, c'est par exemple les nombres entiers. Quand vous avez deux nombres entiers, vous pouvez toujours dire est-ce qu'un nombre entier est plus petit que l'autre, ou plus grand, ou égal. Weak ordering est assez proche. La seule différence, c'est que dans strong ordering, on a equal, et équivalente, alors que dans weak ordering, on a uniquement équivalente. L'idée d'un weak ordering, c'est que de la même manière, on peut toujours comparer des valeurs 2 à 2, mais cette fois-ci, il peut y avoir la principale différence, c'est que on ne peut pas déduire l'égalité à partir de l'aspect d'être inférieur. C'est-à-dire qu'avec un strong ordering, si je n'ai pas A inférieur à B et que je n'ai pas B inférieur à A, en ce cas-là, je sais que A et B sont identiques. Alors qu'avec un weak ordering, je peux ne pas avoir A inférieur à B, ne pas avoir B inférieur à A, mais que ces deux A et B sont juste équivalents par rapport à la comparaison, mais ils restent différenciables. L'exemple typique, c'est si on regarde des chaînes de caractères. Une chaîne de caractères comme string classique, elle est un strong ordering. On peut classer les chaînes de caractères, et si on a deux chaînes dont aucune est inférieure à l'autre, on sait que les deux chaînes sont identiques. Et pour quasiment toutes les opérations qu'on peut faire sur les chaînes, on ne pourra pas voir la différence. Alors, je dis quasiment toutes les opérations parce que des opérations comme capacity pourraient donner des informations différentes, mais ce n'est pas des informations qui ont du sens pour la chaîne de caractères. La capacité d'une chaîne, ça ne définit pas la valeur d'une chaîne, c'est du détail technique d'implémentation. Donc, avec deux chaînes, si les propriétés importantes des chaînes de caractères, qui sont les caractères qu'elles contiennent, vont être identiques si jamais on n'en a pas une qui est inférieure à l'autre, ni l'autre inférieure à la première. Maintenant, prenons des chaînes, mais implémentons une comparaison qui soit insensible à la casse. Dans ce cas-là, il se pourrait très bien qu'on ait deux chaînes de caractères qui soient identiques, sauf que l'une est majuscule, l'autre est minuscule. On ne peut pas dire que c'est la même chaîne de caractères. On est capable de les différencier, ces deux chaînes. On est capable de savoir que le premier caractère de l'une, c'est un L majuscule, le premier caractère de la deuxième, c'est un L minuscule. Donc ces deux chaînes ne sont pas identiques, mais par rapport à cette relation qui a été établie entre les éléments, elles sont équivalentes. Puisqu'on part d'une relation, d'une comparaison qui est insensitive, les deux chaînes sont équivalentes. Et donc dans ce cas-là, si on veut définir une classe chaîne de caractères case insensitive, le bon type de retour à donner à l'opérateur spaceship, c'est weak ordering. Dernière possibilité, partial ordering. Alors là, c'est encore plus tordu, mais ça arrive très souvent. C'est quand on ne peut pas comparer toutes les valeurs. Enfin,
Il y a une valeur de plus possible pour un weak ordering qui est unordered. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas un qui est inférieur à l'autre, ni l'autre qui est inférieur à un. Les deux données sont non reliées entre elles. Un exemple typique, c'est imaginons qu'on définisse par exemple un programme comment ça s'appelle? De généalogie et qu'on définisse donc nos objets, ça va être des personnes et on va définir que A inférieur à B si A est un descendant de B, par exemple. Et donc, je suis inférieur à mon père, qui lui-même est inférieur à mon grand-père, donc je suis inférieur à mon grand-père. C'est une relation d'ordre correcte qui répond aux critères qu'on demande habituellement aux relations d'ordre, qui est que si A inférieur à B inférieur à C, en ce cas-là, A doit être inférieur à C, que voilà, toutes ces opérations-là sur les relations d'ordre fonctionnent avec cette relation-là, sauf que si on me compare moi avec quelqu'un qui est absolument pas de ma famille, ben, je ne suis pas inférieur à Donald Trump et Donald Trump n'est pas inférieur à moi. Nous sommes juste des personnes différentes, très différentes. Donc, ce n'est pas un ordre total, c'est ce qu'on appelle un ordre partiel, où quand on pose la question à l'opérateur spaceship, quelle est la relation entre deux personnes? Il se peut qu'il donne la réponse. Il n'y a aucune relation entre ces deux personnes. Donc, c'est la valeur unordered. Ces trois classes, donc, elles ont chacune des valeurs prédéfinies qui permettent de retourner ces valeurs dans le pattern spaceship. Et ces valeurs-là, elles vont servir à une seule chose, c'est de comparer avec 0. Puisque je vous ai dit dans un slide précédent que quand on écrit A inférieur à B, il va faire A spaceship B inférieur à 0. Donc le résultat de l'opérateur spaceship doit être comparé à 0. Et quand je dis comparé à 0, c'est uniquement comparé à 0. Ça ne définit pas une comparaison avec un entier quelconque. Non, non. C'est la seule chose que vous avez le droit de faire avec le résultat de ces classes-là, c'est les comparer avec le littéral 0. Et ça va retourner un booléen suivant comment ça se passe. Si vous retournez inférieur à 0 et que le spaceship avait retourné less, dans ce cas-là, ça retourné true. Si le paradoxe spaceship a retourné autre chose que less et que vous faites inférieur à 0, ça va retourner false. Autre point, il y a des conversions. C'est-à-dire que si vous avez un opérateur spaceship qui retourne un strong, et que vous avez besoin d'un weak, il y a une conversion de strong en weak. À quoi ça sert ces choses-là? Ben, ça sert quand vous définissez vous-même un opérateur spaceship à partir, vous avez une structure qui contient deux chaînes de caractères, par exemple. Mettons, vous avez une structure de données qui contient une chaîne de caractères qui soit case sensitive, donc qui retourne un strong ordering, et une autre chaîne de caractères qui est case insensitive, donc qui retourne un weak ordering. Et que vous demandez à générer automatiquement l'opérateur spaceship pour votre classe. Que va faire le compilateur? Il va regarder tous les membres de votre classe les uns après les autres pour déterminer comment générer l'opérateur spaceship. Il va déjà regarder c'est quoi le type des opérateurs spaceship des différents membres de classe. Ben, le premier est un strong, mais le deuxième est un weak. Donc il ne va pas être capable de générer un strong à partir de ça. Donc l'opérateur spaceship que vous générez en mettant equal default, vous avez deux possibilités. Soit vous écrivez explicitement le type de retour, mais si vous mettez un strong ordering opérateur spaceship equal default, le compilateur il va dire non, non, désolé, moi je sais pas faire. On me demande de générer automatiquement un strong ordering alors qu'une des données membres a un weak ordering. Donc ça, je ne sais pas faire. Par contre, si vous mettez explicitement weak ordering, là, il va dire, OK, le weak ordering pour le deuxième membre, pas de problème. Le premier membre me retourne un strong ordering, mais je peux convertir de strong à weak. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis capable de générer un opérateur spaceship qui va retourner un weak ordering pour ma classe globale. Et vous pouvez aussi déclarer auto. Et dans ce cas-là, il va déduire automatiquement quel est le meilleur ordering possible en fonction des données membres de la classe. Alors, je crois qu'il y a des situations où ça marche pas trop. Non, si, non, pardon, non, ça doit marcher. Oui, ce que je voulais préciser, c'est que le equal default, ça ne marche que pour la comparaison homogène. Vous ne pouvez pas faire un equal default pour une comparaison entre mass-string et char étoile. Mais par contre, si vous faites equal default pour une comparaison entre mass-string et mass-string, là, ça va marcher. Ça pourra, enfin, pour mass-string, ça n'aurait pas de sens, mais pour une classe personne qui est composée d'un champ nom et d'un champ prénom, ça marcherait.
Et donc le fait d'avoir ces trois types de retours, ça évite de dire trop de bêtises, puisque si vous essayez de dire que vous promettez fournir un strong ordering, mais une de vos données membres ne le permet pas, eh bien automatiquement le compilateur va refuser de compiler ce qui est pas bon. Autre exemple, oui, j'avais oublié, il y a un exemple particulièrement intéressant de type qui ne définit que un partial ordering, float. Pourquoi est-ce que c'est un... Alors, ça peut pas être un strong ordering parce qu'il y a deux valeurs qui sont équivalentes, mais pas égales. Puisque dans les floats, il y a les zéros positifs et les zéros négatifs. Ce sont deux valeurs qui sont équivalentes, mais on peut les distinguer, elles ne sont pas égales. Donc float ne peut pas être strong, il est au mieux weak. Mais il ne peut pas être weak non plus, puisque float fournit nan, et nan n'est pas inférieur à une autre valeur, il n'est pas supérieur à une autre valeur, il est unordered par rapport aux autres valeurs. Donc si vous avez dans votre classe un float, et que vous définissez un opérateur spaceship equal default pour votre classe, cet opérateur n'aura qu'un partial ordering, tout simplement parce qu'il n'y a pas de strong ordering sur les floats. Je regarde dans le chat si je vois des questions-réponses là-dessus. Alors, il y avait déjà quelqu'un qui avait mentionné float avec nan. Ok, ok. Ok. Donc, je reviens un petit peu là-dessus. Donc, le fait que le spaceship, on peut lui faire equal default. Mais on peut aussi faire equal default sur égal égal. Avant, on ne pouvait pas faire un opérateur égal 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 equal default. Maintenant, on peut. Ça fait partie du package spaceship, c'est qu'on a cette possibilité-là qui est désormais disponible. Le deuxième point, donc j'en ai déjà parlé, qui est que l'opérateur spaceship peut avoir un type de retour auto. Et dans ce cas-là, il va déduire le type de retour en fonction des types de retour des données membres. Et l'idée de ces opérations, c'est de faire des opérations membre à membre. Et donc, en première approximation, si l'opérateur spaceship, imaginons que vous ayez une classe qui est trois données membres A, B et C, l'opérateur spaceship va faire un truc du genre, si spaceship, si A spaceship B est égal à 0, en ce cas-là, pardon, si A spaceship B est différent de 0, retourne A spaceship B, sinon, si... attends, on oublie ce que j'ai dit, il faudra la vidéo éditer, hein. On va recommencer. Donc j'ai deux classes qui ont des données membres A, B et C. Et donc mes objets, c'est O1 et O2. Donc si je fais donc l'implémentation par equal default de l'opérateur spaceship, ça va faire si O1.A spaceship O2.A est différent de 0, on retourne cette valeur-là. Sinon, si O1.B et spaceship O2.B est différent de 0, on retourne cette valeur-là. Sinon, si O1.C spaceship O2.C est différent de 0, on retourne cette valeur-là. Sinon, on retourne unordered, puisque au bout d'un moment, on n'est pas capable de les différencier. Ça, c'est l'idée globale. Le problème, c'est que il y a beaucoup de données membres qui peuvent ne pas avoir défini d'opérateur spaceship, parce que spaceship n'existe pas depuis très très longtemps. Donc, si on définissait l'opérateur spaceship equal default de cette manière-là, ça ne marcherait pas. Donc, ça ne marcherait pas dès qu'on utilise une donnée membre d'un type qui n'a pas d'opérateur spaceship. Donc, il y a une gymnastique un petit peu compliquée pour être compatible avec les types existants. Je ne vais pas la décrire dans les détails, mais en gros, l'idée, c'est que quand vous écrivez votre code, si vous écrivez A spaceship B et qu'il n'y a pas d'opérateur spaceship dans votre classe, il ne va pas en générer, il va pas essayer de faire l'équivalent avec des opérateurs inférieurs ou des opérateurs supérieurs. Mais par contre, au moment de générer un opérateur spaceship equal default, si vous n'avez pas de spaceship pour une de vos données membres, en ce cas-là, il va regarder comment fonctionne l'opérateur inférieur sur vos données membres pour générer automatiquement votre opérateur spaceship pour votre classe, de façon à avoir une compatibilité, d'avoir des nouveaux types avec spaceship composés à base d'anciens types qui n'ont pas spaceship.
Il a fallu beaucoup de temps pour finaliser Spaceship, les premières idées sont arrivées très vite, mais il y a eu vraiment pas mal de papier pour réussir à finaliser tous ces détails assez compliqués de comment est-ce qu'on gère la transition de façon assez agréable. Alors, j'en arrive un petit peu à ma conclusion, qui est, en pratique, qu'est-ce que je conseille par rapport à l'utilisation de l'opérateur Spaceship? Premièrement, n'écrivez plus les opérateurs inférieurs, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal, ou différents dans vos classes. Ça sert à rien. Alors, ces conseils-là, pardon, préambule, ces conseils-là ne s'appliquent qu'à des gens qui ont accès à un compilateur qui fait du C++ 20 de manière raisonnable. Les autres, bah, tant pis pour vous, pleurez en regardant ce que vous êtes obligé d'écrire, là où les gens qui ont des compilateurs plus modernes peuvent se simplifier la vie. Donc pour les gens qui ont de la chance d'avoir ces compilateurs, n'écrivez plus les opérateurs-là. Ils n'ont pas de sens supplémentaire, ça demande juste plus de travail pour pas d'intérêt, pour aucun intérêt spécial. Deuxième point, quand on écrit les opérateurs spaceshift et equal equal, ne pas hésiter à faire equal default si c'est approprié. Parce que écrire à la main un opérateur spaceshift, c'est comme écrire à la main un opérateur égal égal ou un opérateur inférieur. C'est pas très compliqué, mais c'est quand même une sacrée source de petits bugs à la noix, et puis c'est du code qui est absolument pas passionnant. Donc si vous avez une classe qui est une simple structure et où travailler, comparer la structure revient à comparer membre à membre les différents membres et vous vous en moquez de l'ordre dans lequel la comparaison a lieu, et que c'est pas gênant que ce soit l'ordre dans lequel les membres sont déclarés, allez-y, écrivez call default sur ces opérateurs-là. En plus de ça, si jamais vous avez un opérateur spaceship equal default, bah, vous avez peut-être une chose de même pas avoir besoin d'écrire opérateur equal égal equal default, il se peut qu'il soit généré automatiquement. Troisième point, le langage définit précisément ce qui se passe quand vous avez dans votre classe à la fois un opérateur spaceship et un opérateur inférieur, par exemple. Et moi, je définis dans mes code review précisément ce qui se passe si vous faites ça, c'est non. Je refuse la code review. Je me moque des règles du langage. Le langage avait besoin de définir ça, c'est normal, puisqu'il doit être capable de tout prendre en compte, mais ne mélangez pas dans une même classe les anciens opérateurs et l'opérateur spaceship. À partir du moment où vous êtes capable d'écrire l'opérateur spaceship, les autres opérateurs ne vous servent plus à rien. Ne les utilisez pas, ça ferait juste une complexité supplémentaire si jamais vous n'utilisez pas les mêmes partout. Conseil suivant, bien comprendre les types de retours disponibles pour utiliser le bon type de retour adapté à la situation, adapté au type de données que vous êtes en train de modéliser. Et dernier point, il y a tout un tas de types pour lesquels on peut définir une relation d'ordre, mais il n'y a pas vraiment d'ordre naturel. Pour ces types-là, définir l'opérateur spaceship, c'est pas génial. Un exemple classique, c'est SCD complexe. Comme on le sait, on n'a pas d'ordre naturel sur les nombres complexes. Ça n'empêche pas de dire qu'on aimerait bien pouvoir mettre des fois des nombres complexes dans une map, par exemple, comme clé d'une map. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir avoir un ordre qui ne soit pas un ordre naturel, qui ne fasse pas de sens mathématiquement, mais qui soit juste un ordre stable, défini, on s'en moque comment, mais qui va donner toujours le même résultat. Pour ça, ne définissez pas l'opérateur spaceship. L'opérateur spaceship est vraiment fait pour des choses qui mathématiquement ont du sens. Et il y a une fonction qui existe, enfin, alors c'est pas une fonction, c'est les customization object, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des trucs un peu compliqués qu'ils mettent dans la librairie parce qu'ils ont peur que des fonctions soient trouvées un peu trop facilement, donc ils mettent en place toute une structure un petit peu lourde. Mais vous pouvez customiser le template Strong Order de manière à définir que pour vos objets, vous définissez un Strong Order par défaut euh, qui, qui va être utilisé si vous voulez mettre des choses dans une map, mais qui ne sera pas utilisable si vous faites est-ce que A est inférieur à B. Donc ça c'est intéressant. Et après, ben, to infinity and beyond. Voilà. Donc je vais retourner voir si j'ai des questions. Alors oui, pour l'opérateur égal-égal, on ne peut pas mettre auto, c'est uniquement pour l'opérateur spaceship qu'on peut mettre auto et que le type, enfin pour un spaceship equal default, on peut mettre auto.
Pour un opérateur equal default, mais en fait, opérateur equal, il retourne toujours un bool. Il n'y a pas de, il y a pas de subtilité, il n'y a pas de finesse. Donc, ils n'ont pas autorisé le fait de mettre un auto sur opérateur equal. Il faut mettre bool. Voilà. Alors, il y a Fred qui disait qu'il avait une question dans les questions. Faut que je la voie. Euh, Non, je ne la vois pas. Hop. Ah, dans les questions, oui, dans le channel questions qui est fait pour les questions, bravo. J'ai oublié de regarder. Donc, si on définit un opérateur spaceship non défaut, il ne peut pas automatiquement générer égal égal, non. Parce que l'idée, c'est que si on définit cet opérateur comme non default, pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on n'est pas une classe qui est juste un ensemble de, champs, de données membres qu'on a besoin de comparer les unes après les autres. On commence à être une classe qui a peut-être une sémantique un petit peu évoluée. Et ce qu'on se dit, c'est que les classes qui ont une sémantique un petit peu, typiquement un vecteur ou une string, et on se dit que ces classes-là, il y a certainement moyen d'utiliser cette sémantique un peu plus évoluée pour avoir un opérateur égal qui soit plus rapide. Donc, l'idée du papier qui a introduit cette distinction a été de dire, à partir du moment où l'opérateur spaceship n'est pas equal default, c'est qu'on est dans un cas un peu particulier et on veut forcer la personne qui design la classe à se poser les questions. Tiens, est-ce que j'aurais pas moyen d'être plus intelligent sur la manière d'implémenter de manière optimale mon opérateur égal. Il y a un cas où on pourrait dire qu'on s'en moquerait peut-être un petit peu, c'est par exemple si on décidait de définir un opérateur spaceship qui soit pas equal default simplement parce que l'ordre de comparaison ne nous plaît pas. Et là, on pourrait se dire, on pourrait générer un opérateur equal qui serait le même ordre que l'opérateur spaceship, sauf qu'à partir du moment où on a défini à la main l'opérateur spaceship, et c'est déterminer que c'est la même, que c'est juste une comparaison membre à membre, mais dans un autre ordre, c'est pas facile. Et donc on s'est dit non, on se prend pas la tête. Si l'un est pas default, l'autre, on est obligé d'aller en détail. Et le fait de dire, effectivement, et si nous, utilisateurs, enfin, pardon, si nous, designers de la classe, pensons que l'opérateur spaceship ferait très bien le travail pour l'égalité, rien ne nous empêche d'écrire un opérateur equal qui retourne à spaceship b égale 0. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de manuellement redéfinir tous les membres, etc. Si on pense, nous, en notre âme et conscience, qu'il n'y a pas de problème de performance à utiliser l'opérateur spaceship pour définir l'opérateur égal, bah, ça se fait en une ligne. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, eh bien, dans ce cas-là, je pense que j'ai fini ma présentation. C'était assez court parce que c'est un sujet qui, au final, est assez simple, assez naturel. Si vous regardez les papiers, les définitions du langage par rapport à l'opérateur spaceship, vous verrez que c'est très compliqué parce que ça doit gérer tous les cas de je mélange les spaceships et autre chose, les cas de comment je génère un spaceship à partir d'une classe de base qui n'en a pas. Donc, c'est artificiellement compliqué pour des histoires de compatibilité, mais à utiliser au quotidien, finalement, il n'y a pas énormément de choses à savoir. Juste les trois types de retours, et même ça, le compilateur nous aide dans un certain nombre de cas, et le fait qu'il vaut mieux utiliser Spaceship que de définir soi-même les opérations. Voilà. Et c'est tout pour moi.